Ce 27 janvier, j'ai été invité à Manosque pour filmer la restitution de l'enquête « Quand les loups franchissent la lisière », journée organisée par l'INRA et le CERPAM, auteurs de l'étude. Les invités sont les personnes interrogées pour cette enquête, des responsables politiques et administratifs, et bien sûr, de nombreux journalistes. La salle était en partie sombre pour la bonne visibilité du diaporama. Ce n'étaient pas les meilleures conditions pour filmer, mais l'essentiel, c'est de retrouver l'intégralité de la restitution de cette étude. Quand les loups franchissent la lisière, expérience d'éleveurs, chasseurs et autres résidents de Seine, les Alpes, confrontés aux loups. Donc c'est un travail avec un gros travail de terrain qui s'est fait d'abord sur l'été 2015 et qui s'est prolongé ensuite avec pas mal de prises de contact et de vérifications. Le rapport a été publié, seul évidemment le texte écrit fait foi, hein, bien évidemment, et il sera, vous avez un résumé qui est distribué et il sera disponible sur Internet, hein, voilà, dès aujourd'hui. Alors, cette enquête n'a pas de commanditaire, hein, ce n'est pas une demande ni de l'administration, ni de la commune, c'est une autosaisine, hein, du CERPAM et de l'INRA, pourquoi cette autosaisine a lieu, pourquoi nous sommes montés un petit peu enquêter sur ce territoire-là, hein, quel est le fait déclencheur de l'étude et ses raisons. Alors, au début, un événement, un incident, appelons-le comme on veut, qui est un adolescent qui s'est fait approcher par des loups, qui s'est fait menacer par des loups, et un écho local, hein, très local, la famille a alerté le localier de la Provence, hein, sur quelque chose qui les a beaucoup émus sur le moment. Là-dessus, de façon complètement inattendue, ça a été repris très largement par la presse nationale et internationale, dans un premier temps de façon relativement factuelle, dans un deuxième temps une grande vague médiatique qui a mis en cause, avec parfois des termes extrêmement virulents, l'événement en accusant l'adolescent et la famille d'une manipulation médiatique, ce qui est un petit peu surprenant, puisqu'il n'en avait parlé qu'au localier de la Provence. Donc les médias qui sont venus s'emparer de l'affaire et qui parlent d'une manipulation médiatique. Cela dit, notre propos n'est pas d'analyser le bruit médiatique autour d'un événement quel qu'il soit. Notre propos est de nous interroger sur ce que signifie un incident de ce genre. En effet, vu les expériences de terrain et les connaissances scientifiques issues d'autres pays, les déclarations de cet adolescent et de son grand frère, parce que vous verrez qu'il y a 2 témoins sur l'incident et non pas un seul, indiscutablement originales, hein, surtout dans le débat français, hein, ces déclarations ne nous semblaient pas vraiment surprenantes. Voilà, donc ça c'est le point de départ de l'étude de terrain menée par l'INRA et le CERPAM, mais qui sont en fait un point de départ qui a mené à un autre résultat en termes d'organisation de réseau, hein, la création d'un réseau qui s'appelle Coadapt et qui rassemble un certain nombre de scientifiques qui s'interrogent aux questions de co-adaptation des activités humaines et des loups, avec l'idée que l'adaptation doit être des 2 côtés et non pas d'un seul. Alors, cette question, comment elle se traite? Tous les grands prédateurs, ours, loups, tigres, peuvent manifester une habituation, nous verrons ce que nous mettons dans ce terme, ou familiarisation envers les humains, notamment encouragée notamment par un statut de protection stricte. La littérature internationale reconnaît et met en évidence ce lien entre une protection stricte qui est complètement un phénomène contemporain, hein, qui n'était pas connu auparavant, et des familiarisations de ces grands carnivores. Par rapport à ça, comment a démarré notre enquête? Sur quels attendus? Le premier, c'est quels sont les signes de changement de comportement des loups vis-à-vis des humains et de leurs activités, ce fameux processus d'habitation d'individus loups et de meutes de loups. Et d'autre part, quels sont les risques nouveaux ou croissants de la prédation sur l'élevage bovin? Quelle forme d'impact en élevage? En effet, on connaît bien l'impact de l'élevage sur les systèmes ovins. Il y a des questions croissantes sur les systèmes bovins. Et le lien entre ces 2 sujets qui peuvent sembler un petit peu écartelés, c'est bien, vous le verrez dans le déroulement de l'enquête, c'est bien parce que c'est sur un lieu proche d'une ferme bovine, dans une famille
bovine, après une succession d'attaques et de tentatives d'attaque sur des bovins, que les loups se sont approchés d'une personne humaine dans un ensemble de processus que nous allons analyser. Alors le dispositif d'enquête est centré sur un terrain lui-même centré sur une lisière d'environ 10 km de long entre bocage et forêt. Voilà, si on zoome, on est sur la commune de Seine avec les hameaux de Pompierry et de Saint-Antoine, avec cette lisière extrêmement franche entre un bocage assez densément occupé par l'élevage, on va y revenir, de prairies permanentes d'une part, en bas, et au-dessus, une forêt, même si elle est reconstituée, une forêt assez dense qui ouvre ensuite sur les hautes montagnes. Le dispositif d'enquête s'est fait sous forme d'entretien sur une population assez exhaustive. Alors exhaustive, peut-être disons-en 2 mots. On part d'un incident et on élargit le processus d'enquête auprès de tous les informateurs qui peuvent nous donner les clés de compréhension de ce point de départ. Donc dans ce sens-là, c'est aussi exhaustif que nous avons pu le faire, par entretien direct approfondi auprès des éleveurs, mais aussi de chasseurs, d'autres usagers des lieux, des agents des services publics qui ont en charge ces questions-là, sur la commune. Au total, 22 acteurs locaux, personnes locales enquêtées, qui se répartissent en gros pour l'essentiel, vous voyez le camembert en dessous, entre le monde de l'élevage et le monde de la chasse, avec bien sûr un recouvrement entre les deux, puisque un certain nombre d'éleveurs sont également chasseurs, et avec un élargissement sur des gens qui ont été approchés par des loups, qui sont des randonneurs et qui n'appartiennent pas du tout à ces deux mondes-là. Et bien évidemment, le maire de Seine qui est présent dans la salle. Alors, la vallée de la Blanche, dans laquelle il y a Seine-et-les-Ables, est une vallée bocagère d'altitude, densément peuplée, densément occupée par les vaches bovins et ceinturée de forêts. Voilà, ce bocage bovin est assez exceptionnel pour les Alpes du Sud et les Alpes de Haute-Provence, dans la mesure où tout autour on a des montagnes beaucoup plus sauvages, comme c'est illustré par les photos. Par contre, c'est un paysage bovin, un paysage de bocage bovin qui est tout à fait, entre guillemets, banal par rapport à d'autres territoires. Vous avez ici les exemples des Vosges, de l'Aveyron ou des Ardennes, voire d'Amérique du Nord. Vous avez ici un exemple au Colorado. Alors, sur quoi apporter cette étude? Toute une série de thèmes. D'abord, la présence de loups à Seine, et c'est assez curieux que nous ayons à revenir sur cette question de départ, puisque le déclenchement de l'affaire est l'approche d'un adolescent par tout un groupe de loups, donc il faut bien qu'il y ait des loups, donc on a commencé par se poser cette question-là, quels sont ces loups? Et, alors excusez-nous pour la lourdeur de cette carte, il faut l'expliquer quand même, vous avez ici la carte qui montre en vert des meutes de loups en France, carte de l'ONCFS, qui montre en gris des loups présents mais non constitués en meute, donc l'ensemble des cercles, c'est ce qu'on appelle des zones de présence permanente, ZPP. Et là, vous avez 3 années de suite de représentation. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Il devrait y avoir un pointeur, peut-être ici. Non, alors. Vous avez tout en haut à droite, vous avez l'année 2013. Vous voyez que le point bleu, c'est la zone de Seine-et-les-Alpes. On n'est pas dans un territoire de loups, même si la meute de Trois-Évêchés-Bachelard est toute proche. Vous allez en dessous, l'année 2014 à droite. Vous avez toujours le point bleu qui est la zone d'enquête à Seine. Les meutes se sont éloignées tout autour, donc nous n'avons toujours pas de zone de présence permanente. L'année 2015 où s'est passé cet événement, toujours pas de zone de présence permanente, ni installée, ni même de présence, on va dire, de loups non constitués en meute. Donc une forte interrogation de notre part, à ce jour, dans un paysage aux portes du Mercantour et qui offre des habitats favorables aux ongulés sauvages, chamois, chevreuils, mouflons, quelques cerfs. Seine-et-les-Alpes n'est pas répertorié comme une zone de présence permanente de loups, ni à surveiller sur le réseau loup-lynx de l'ONCFS. Pourtant, localement, 14 des personnes enquêtées ont vu des loups parfois d'assez près, et surtout 9 d'entre elles ont vu des groupes d'au moins 3 loups. Et parmi les personnes enquêtées, des éleveurs, des chasseurs, des randonneurs, le lieutenant de louveterie, le technicien de la Fédération départementale des chasseurs,
tous nous ont décrit en détail et localisé précisément sur carte leurs observations. Donc des groupes de loups parfois nombreux, qui sont les observations marquées en bleu, et des observations de jeunes, qui sont visuelles ou auditives, qui sont là marquées en rouge. De jeunes loups, bien évidemment, qui sont marqués là en rouge. Donc on est sur une activité d'un groupe de loups un petit peu permanent sur la zone, avec des indices. Si on a des jeunes, on peut se dire qu'il y a quand même suspicion de reproduction. Deux tanières ou abris sous roche avec litière occupée. Nous avons pu en visiter une avec un amoncellement d'ossements de grands gibiers, de grands ongulés sauvages en termes de gibier, qui pourraient difficilement être amenés là par des petits prédateurs type renard ou blaireau. Donc ça nous pose beaucoup d'interrogations que nous avons renvoyées que nous avons essayé de consolider sur les dires d'acteurs de la façon suivante. Très simplement, nous avons demandé à 5 de nos informateurs d'inscrire sur carte, de leur point de vue, les zones où il pourrait y avoir une présence permanente d'une meute de loups. Donc bien évidemment, cela ne valide pas que chacun sache avec certitude ce qui se passe. Ce qui nous a intrigué dans la carte qui est représentée à droite, donc à gauche vous avez la méthode de travail, à droite en réel, voilà, et à droite, alors en pointillé nous avons remis les ZPP officiellement recensés par l'ONCFS avec des traits un peu épais parce que bien évidemment ce n'est pas une zone d'une extrême précision et ce n'est pas fait pour ça, c'est assez indicatif. Ces zones d'environ 30 000 hectares. Et on voit aussi bien à gauche de la carte qu'il y a une certaine superposition sur un territoire comme les Monges, autant sur Seine et les Alpes. Alors malheureusement, je n'ai pas le pointeur prévu, un petit souci de micro, mais la partie la plus foncée. Alors j'ai oublié de préciser que plus sa couleur est foncée, plus on a d'informateurs qui superposent leur observation. Quand c'est très foncé, c'est 5 observateurs, quand c'est ensuite 4, ensuite 3, etc. Voilà. Donc, on a une convergence de représentation qui nous indique, du point de vue des informateurs, une meute de loups à Seine-les-Alpes, en dehors de tout. Si, il y a le point rouge là. Il y a le point rouge. Pourtant, c'est bizarre. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, excusez-moi, du coup, je reprends un petit peu. Nous avons donc ici une densité, une convergence d'informations d'observateurs qui fait que c'est de plus en plus foncé, convergent en gros avec les données de l'ONCFS sur la zone des Monges, même s'il y a un décalage. Par contre, ici, nous avons un espace sur lequel beaucoup de monde est d'accord pour dire qu'il y a un groupe de loups qui est présent en permanence, et on est quand même assez éloigné des ZPP autour. Voilà. Donc, nous avons poursuivi l'enquête et nous avons interrogé, alors là il faut que je change, voilà, nous avons interrogé le CNERAPAD, la cellule scientifique de l'ONCFS, et qui nous a renvoyé une information supplémentaire que nous ne connaissions pas. Vous avez à droite des polygones de signatures génétiques de loups qui sont identifiés, donc des mêmes loups. Donc quand vous avez un polygone, c'est que quand vous avez un polygone identifié, ça veut dire que dans ce polygone-là, vous avez répétition des signatures de même loup, donc ça suggère que la zone de présence est bien plus grande que la ZPP d'origine et qu'elle s'étend, là sur cet exemple-là qui est la meute qui nous intéresse, sur 65 000 hectares et non pas 30 000. Voilà. Et pareil pour les ZPP autour. Alors ce résultat nous a beaucoup intrigués parce que toute la littérature nous donne des meutes de loups en Europe du Sud, dont le territoire s'étend sur 15 à 30 000 hectares. Donc soit effectivement des loups s'étendent sur un territoire beaucoup plus grand, mais alors il faut le publier en tant que tel, soit on a quelque chose d'ignoré et qui n'est pas les mêmes loups qui viennent de 30 ou 40 km par ici. Voilà. Alors en l'absence de validation scientifique de surface de territoire de meute aussi étendue que de tels polygones, double de celle utilisée dans la littérature traitant de l'Europe du Sud, nous privilégions l'hypothèse d'une meute de loups non encore identifiée et dont les indicateurs de groupes d'individus et de reproduction sont signalés par de très nombreux témoins locaux. Voilà, peut-être un peu fastidieux, excusez-moi, mais on passe par des cartes qui essayent de structurer l'information recueillie de diverses sources.
Alors ensuite, nous avons été amenés à travailler, à recueillir les dires des témoins locaux sur l'impact des loups sur les ongulés sauvages. Là aussi, peut-être 2 mots d'explication pour bien comprendre pourquoi, dans quel processus des loups peuvent en arriver à s'approcher d'êtres humains. Peut-être qu'il faut s'interroger sur les interrelations en cascade entre toutes les catégories d'êtres vivants. Donc les chasseurs enquêtés sont unanimes. Dans ce pays giboyeux, chamois et chevreuils se sont raréfiés depuis 2011-2012. C'est plus brutal encore pour les mouflons. Et surtout, les ongulés qui ont survécu ont changé de comportement. Passés en mode très vigilant et furtif, ils sont devenus beaucoup plus difficiles à chasser. Ça, c'est une information particulièrement importante, puisqu'on dit souvent qu'il faudrait repeupler en ongulés sauvages pour que le loup se détourne des troupeaux et s'attaque plutôt au gibier sauvage. Mais dans la réalité, les ongulés sauvages passent en mode furtif, apprennent le loup, deviennent beaucoup plus difficiles à chasser, et ceci constitue au contraire un encouragement pour les loups à se reporter sur les troupeaux domestiques qui, eux, n'ont pas la capacité à passer en mode furtif. Un exemple de ces témoignages d'éleveurs-chasseurs, en l'occurrence Marc S, qui est présent dans la salle, je ne sais pas si je donnerai son nom, je crois qu'il me le permettrait, Marc Savornin. On avait planté sur nos prés en lisière de bois des petits sainfoins pour nos brebis. Il y avait 4 doigts de sainfoin qui sortaient. Les chevreuils, ils adorent ça. Ils auraient dû y être tous les matins. Moi, je montais le matin à 6 heures pour voir mes brebis que j'ai là-haut dans la bergerie. Et depuis 3 ans, je n'ai plus jamais vu, jamais, le moindre chevreuil dans ces sainfoins, ni trace, ni rien. C'est très étonnant, un tel changement. Ce n'est qu'un exemple de très nombreux témoignages recueillis. Vous en trouverez un certain nombre dans le rapport qui sera sur Internet. Alors là aussi, on est allé voir un petit peu dans les données de la littérature scientifique, en particulier à travers le programme Prédateur-Proie de l'ONCFS qui s'est déroulé de 2005 à 2013 et qui a tenté de distinguer l'impact de l'arrivée des loups des autres facteurs environnementaux sur les populations d'ongulés. Et cela corrobore un peu tout le retour de la littérature, le fait que, naïfs au départ, les ongulés doivent apprendre à survivre dans les paysages de la peur, qui est un terme scientifique qui nous vient des États-Unis, les paysages de la peur générés par la présence des loups. Pour autant, 9 années de suivi ne sont toujours pas suffisantes pour distinguer clairement les impacts différés des loups sur la survie des populations. Tout cela, c'est des phénomènes de coadaptation qui se déroulent sur des temps longs. Donc on s'interroge sur les conséquences de ce genre d'interaction, le comportement devenu très méfiant des ongulés sauvages, ainsi que leur apparente raréfaction, pourrait expliquer un report de prédation sur les bovins, en particulier dans une zone bovine où les troupeaux ovins transhumants n'arrivent que fin juin. Troisième résultat, donc, impact sur les bovins. Comme l'a dit Laurent, on est très au courant, déjà très informé des impacts sur les ovins, vu leurs effectifs, sur les caprins, aujourd'hui également sur des chiens, des ânes, des lamas. Mais c'est vrai que les bovins, on en voit passer de temps en temps, mais ce n'est pas nécessairement sur eux que porte notre attention. Quand je dis notre attention, c'est aussi bien les chercheurs que les gens qui sont chargés de ces dossiers. Eh bien, à Seyne, clairement, ce que nous avons vu, c'est qu'il ne s'agit plus seulement de jeunes veaux qui manquent à l'appel, mais il y a lieu aussi des attaques sur des animaux plus âgés, comme vous avez ici un exemple sur une génisse de 3 ans, en alpage, comme sur les prés en vallée. La photo a été prise durant notre enquête. Depuis quelques années, et ça nous a vraiment frappé, et c'est assez original, nous aimerions poursuivre les recherches à ce sujet, les éleveurs constatent un changement de comportement très préoccupant chez leurs vaches. Vaches, génisses ou taureaux se montrent en effet très inquiets et parfois même paniqués. Certains groupes ont fui à plusieurs kilomètres après avoir brisé clôtures et barrières. Et parfois, c'est des barrières métalliques enclenchées sur des bâtiments. Ce n'est pas une petite barrière en bois que je pourrais faire tomber. Des animaux sont du coup devenus ingérables et même parfois, et la surprise pour plusieurs éleveurs, nous y revenons, devenus y compris agressifs et parfois dangereux envers leurs éleveurs eux-mêmes, ceux qui les avaient fait naître. Et donc ça, c'est quelque chose qui d'abord surprend beaucoup l'éleveur, le met en peine,
Et puis surtout aussi, il y a parfois de conséquences assez directes du point de vue économique, parce que ces animaux devenus ingérables sont à réformer, c'est-à-dire à envoyer à l'abattoir ou ailleurs. On ne peut pas les garder. Vous verrez dans notre rapport, bien sûr, beaucoup de choses sur les pratiques de comment les recalmer, comment gérer les loups pour éventuellement essayer qu'ils se déstressent. Il y a des pistes de solutions. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de rentrer là-dedans, mais il y a quand même cette information importante. C'est vrai qu'aussi, bon, quand une brebis panique ou quand une vache adulte panique, ce n'est pas les mêmes conséquences éventuellement pour les humains qui auront à s'en occuper. Et en allant voir chez nos collègues scientifiques aux États-Unis, et puis scientifiques qui sont aussi sur le terrain, pays notamment aux États-Unis, dans les montagnes rocheuses, ici vous avez un collègue au Montana, pays où les bovins domestiques sont aussi la proie des loups, et ils sont aussi parce qu'il y a beaucoup plus de bovins que de brebis d'ailleurs, hein. Et ces collègues nous confirment que les bovins, même déjà très habitués aux États-Unis, c'est quelque chose qui date depuis... les bovins déjà très habitués aux coyotes, pumas et ours sont au départ très naïfs envers les loups, surtout lorsque ceux-ci attaquent en meute. Ici, l'hypothèse qu'ils ont, c'est que les pratiques de sélection en élevage chez eux, et peut-être chez nous aussi, ont souvent privilégié les animaux plus calmes, moins agressifs, et donc parfois moins capables d'adopter des comportements de défense, de protection. Et une de leurs conclusions, pour le moment, après presque une dizaine d'années de suivi assez précis sur les troupeaux dans les Rocheuses, c'est qu'après une expérience négative avec des loups, ce qui n'est pas le cas avec des coyotes, semble-t-il, une vache est constamment apeurée, et y compris vis-à-vis des chiens qu'elle connaît déjà. Ils nous disent, c'est incroyable, les chiens du ranch, quoi, elle les connaît par cœur, jamais, il n'y a jamais eu de moins de problème, là, elle ne veut plus les voir. Donc c'est aussi un souci dans les effets indirects, quoi. C'est quelque chose qu'il faut tenir compte, puisque n'oublions pas quand même que les chiens sont utilisés pour mener les bêtes. Donc si les bovins cherchent à les tuer, ce n'est pas vraiment un bon plan. Quatrième résultat, donc, comme l'a annoncé Laurent, tous nos résultats en matière de rencontres inopinées avec des loups. Rencontres inopinées veut dire qu'elles n'ont pas été prévues, ce n'est pas de l'écotourisme, ce n'est pas du wolf watching, c'est des gens qui rencontrent des loups par groupe de 3, 4, 9, 7 au détour du chemin. Et j'ai ici donc à nouveau reporté sur carte uniquement donc les rencontres, les 9 témoignages qui nous font état de rencontre de plus de 3 loups et jusqu'à 8 ou 9, je ne sais plus combien j'en ai mis là-haut. Les numéros, c'est les numéros des rencontres, ce n'est pas l'effectif des loups, hein, je te précise, hein, parce que sinon on a un numéro 16 là, ça commence à faire quand même beaucoup. Nous avons recueilli donc 9 témoignages, dont le lieutenant Louvetrie, M. Jean-Louis Bietrix, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui également, faisant état de leur rencontre avec un groupe de loups, donc plus de 2 individus à la fois. 3 ou plus. 3 témoins ont vécu plusieurs rencontres au sein de notre pourtant petit périmètre d'enquête. Hein. On n'a pas à fouiller tout le département du tout, c'est juste cette carte. Pour les chasseurs, c'est en montagne, mais parfois aussi en lisière des prés, en bas, et à proximité parfois des habitations et des villages. Un chasseur à l'arc s'est fait aborder de près par 2 canidés subadultes. Vous le verrez dans le rapport. Voilà. Et on ne peut pas conclure à ce que ce soit des loups, mais vu les lieux où ça se déroule, les altitudes et les horaires, et la façon surtout dont ces 2 canidés se sont comportés vis-à-vis de lui, bon, c'est intéressant comme approche de très près également. Le chasseur à l'arc a à peu près ma corpulence, voire plus. Alors, la présence aussi d'un adulte massif, peu craintif et par contre là de couleur uniformément noire, c'est une des photos qui se rapproche le plus de ce que les témoins nous ont décrit, a été également signalée par plusieurs témoins, 2 promeneurs qui l'ont vu de très près. Quand je dis de très près, c'est 20 mètres, 20-30 mètres et assez longtemps. Pour Francis Hermite, maire de Seine, bonjour monsieur le maire, l'afflux des témoignages devient en fait banal, vous l'avez dit, et manifeste l'émergence d'un risque, serait-il accidentel, avec les loups en circulation sur sa commune. L'émergence d'un risque est corroborée par notre dernier résultat, donc ce que nous avons choisi d'appeler l'affaire des fils Ferrand. L'affaire des fils Ferrand, donc notre enquête approfondie auprès de l'adolescent de 16 ans, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, ayant déclaré s'être fait attaquer par des loups, a également entendu son frère de 20 ans, qui je crois n'a pas pu venir aujourd'hui, et lui aussi protagoniste de l'événement. Il y a bien 2 témoins directs,
ainsi que leur père qui est également avec nous. Une description cartographique et minutée de l'événement, ainsi que la chronique des faits antérieurs survenus sur le même lieu, nous conduisent à considérer ces témoignages comme à la fois sincères, crédibles et cohérents. Nous avons donc pu réaliser avec eux une cartographie minutée de cet événement survenu le 5 juin 2015 à partir de minuit. Les numéros sont ceux du procès-verbal que nous avons dressé avec Romain et son frère Benjamin, relatant la chronologie de l'événement. Et nous avons jugé utile de vous le rappeler avec nos mots à nous. Je n'ai pas l'habitude d'expliquer un événement en présence des personnes qui eux-mêmes ont été enquêtées. Je vais essayer de le faire avec mes mots de chercheur. C'est minuit. Romain, 16 ans, est dans sa chambre au premier étage. C'est le numéro 1 ici sur cette carte. Il regarde la télé. Sa mère, Laurence, dort au rez-de-chaussée, ainsi que 3 de ses petits frères. Et ils dorment très profondément. Son père est absent car il est parti pour 2 jours en livraison de viande. Ce sont des ventes de viande de bovins en livraison sur des marchés, notamment à Aubagne, donc à plusieurs heures de route. Son grand frère Benjamin est aussi absent et il est en réunion à la caserne des pompiers à Seyne. À 20 ans, Benjamin est pompier volontaire. Il a fait très chaud dans la journée, donc toutes les fenêtres et Velux sont ouvertes. Il faut rafraîchir la maison. D'abord, Romain entend, par-dessus le son de la télé, aboyer les chiens du chenil, numéro 2. Aboyer vraiment très fort et en continu. Il coupe le son de la télé et il écoute. Il entend alors aussi les vaches beugler. Les chiens continuent à aboyer sans s'arrêter. Ils aboient comme s'ils menaient un gibier, ce qui est assez bizarre et surtout tout à fait inhabituel quand ces chiens sont dans leur chenil. Les vaches beuglent, par contre, comme quand on leur enlève un veau. C'est un cri long, très particulier et très facile à reconnaître par un éleveur ou un fils d'éleveur. Je ne vais pas vous le faire ici. Comme ça n'arrête vraiment pas, Robin s'habille en vitesse, descend au rez-de-chaussée et il sort sur la terrasse de la maison, le numéro 3, sur la carte. Sa mère est réveillée aussi, elle lui dit « Appelle quand même Benjamin, son grand frère ». Juste à ce moment-là, Benjamin remonte en voiture de sa réunion et se gare devant la maison. Donc Romain et Benjamin remontent dans la voiture avec le fusil, les cartouches et 2 lampes de poche. Ils vont se garer juste plus haut, numéro 4. Vous avez l'échelle de la carte, 50 mètres, c'est écrit en tout petit, mais cette barre noire en bas à gauche, c'est 50 mètres, pour vous donner une idée. D'accord ? Donc ils vont se garer devant la stabulation, donc les bâtiments d'élevage. C'est important, ils laissent le moteur tourner et les phares allumés. Ils claquent très fort les portières et ils allument aussi toutes les lampes, les néons des 2 bâtiments. Donc c'est grosse lumière. Ils montent à pied dans le pré, le numéro 5. Romain qui est blessé au pied droit avec des béquilles, et ces béquilles, il les avait déjà plus de 2 mois, et visiblement, on l'a vu, ça ne l'empêchait pas de circuler assez rapidement. Et il monte en parlant très fort jusqu'au numéro 6, le talus du bas de pré. C'est en pleine nuit, la lune est cachée, il n'y voit pas grand-chose. Benjamin balaye avec sa lampe de poche, plus haut dans le pré. D'abord, il voit les vaches et les veaux, tous groupés à droite, au numéro 7. Au bord d'un bouquet d'arbres et juste au-dessus, donc plus haut que le fil électrique, puisqu'on offre ce pré au pâturage avec un fil du bas et un fil du haut. Juste que le fil électrique du bas de pré, le numéro 8. Et puis, ils voient briller, toujours avec leur lampe, le reflet de leur lampe, ce qui nous disent être 2 ou 3 paires d'yeux, numéro 9, 2 ou 3, juste plus bas que le fil électrique du pré en haut, donc le fil du haut, numéro 10. Les vaches, elles ont arrêté de beugler. Elles sont toutes museaux en l'air, elles soufflent très fort. Ça peut s'entendre parce qu'elles sont à peine à 25-30 mètres de Romain et Benjamin. Pour y voir clair, Benjamin décide d'aller chercher le tracteur. Le tracteur est garé au numéro 12 devant le bâtiment d'élevage et c'est un gros tracteur de 100 chevaux. Il tend à Romain le fusil chargé, qu'il avait chargé en montant, et sa lampe de poche. Mais Romain ne peut pas tenir en même temps la lampe, le fusil et aussi ses béquilles. Donc il lâche les béquilles par terre et il se maintient en équilibre sur son pied gauche et sur son talon droit.
son talon droit. Comme ça, il peut tenir debout, mais pas se déplacer, sauf à cloche-pied. Il tient le fusil à deux mains, avec la lampe calée de sa main gauche le long de la crosse du fusil. Romain est droitier. Pendant que Benjamin redescend chercher le tracteur, Romain épaule le fusil et balaye le pré, donc fusil et lampe tenus en même temps. Et là, soudain, il voit à nouveau briller des yeux. Mais ils sont cette fois sur sa droite, le numéro 13. Et plus nombreux, 5 ou 6 paires d'yeux. Et surtout, il lui arrive dessus très vite. Romain voit aussi 3 paires d'yeux qui descendent de cette fois-ci par la gauche, le numéro 14, mais plus lentement que le groupe de droite. Il décide de focaliser son attention sur le groupe de droite, celui qui est le plus près et qui lui fonce dessus en arrivant. Et quand ils ne sont plus qu'à 10 ou 15 mètres, le numéro 15, Romain tire un coup de fusil en direction de ce groupe, on va dire. En même temps que Romain tire, Benjamin arrive avec le tracteur, tout phare allumé dans le dos de Romain. Et c'est là, et ce n'est que là, que grâce au phare du tracteur, Romain voit bien que ce sont des loups et il se met à hurler. Le coup de feu, Romain qui hurle, le tracteur de 100 chevaux qui arrive derrière, ça les fait fuir. Les 5 ou 6 repartent sur la droite, vers le pré d'à côté, numéro 17, et les 3 autres, ceux de gauche, arrivés à ce moment-là à environ 30 mètres, numéro 18, remontent aussi, mais différemment, tout droit vers le haut. Sans ses béquilles, Romain n'avait pas bougé d'un mètre. Les béquilles étaient à terre, je vous rappelle. Il fait signe à Benjamin pour lui montrer par où sont partis les 2 groupes. Mais Benjamin ne voit que des ombres qui filent à toute allure. Romain monte dans le tracteur avec son frère. Il balaye 15-20 minutes le pré avec les phares pour voir s'il y a des vaches ou des veaux blessés. Et il y a une vache qui est difficile à voir. Donc ils descendent du tracteur et ils vont y voir à pied. Alors là, surprise, toutes les vaches se mettent à les charger. Ils n'ont pas réussi à approcher de leurs vaches, donc ils sont remontés dans le tracteur. Les vaches font des allers-retours à toute vitesse dans le pré, des bonds. Dans cet état, il n'est pas envisageable de les rentrer à l'étable. Donc Romain et Benjamin redescendent à la maison, surtout pour rassurer leur mère, qui avait entendu le bruit du tracteur et le coup de feu. Ce qui est vraiment une chose qui nous a... qui est comme peut-être sur lequel on cherche vraiment à remettre en question, à accentuer, c'est que cette rencontre du 5 juin à partir de minuit était en fait la 9e rencontre en un mois sur ces mêmes prés et peut-être avec ces mêmes loups. Notre graphique ici vous montre les spots bleus du 8 mai, donc le graphique c'est du 8 mai au 15 juin, et selon l'axe vertical vous avez les heures de la journée, de minuit à minuit. Il y a eu plusieurs contacts visuels avec comptage, vous avez tous les détails dans notre rapport, comptage quand il était possible, parfois c'est beaucoup, parfois c'est 8, c'est 12, on les a vus, ils étaient en file indienne. Après plusieurs contacts visuels en bleu, et aussi attaque diurne en orange, que l'éleveur et ses fils avaient interrompu, et on pourra dire interrompu un peu activement, après une prédation d'un veau en rouge, authentifié par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et qui a été suivi de l'autorisation préfectorale de tir de défense, l'administration, si je ne m'abuse, c'est passé par la préfecture, passé à l'ONF, a envoyé Jean-Luc Bietrix et un collègue de l'ONCFS pour un affût de 4 jours consécutifs sur ce pré. C'est le cartouche vert là-haut. Et M. Bietrix nous a bien dit, nous sommes restés jusqu'à 23 heures environ chaque soir. Période durant laquelle, sauf pendant ce moment vert, les loups ne se sont pas montrés. Or, c'est le lendemain, dans la nuit du 5e au 6e jour, que l'adolescent, monté dans le pré avec son frère en raison des beuglements de vaches, s'est trouvé menacé. Donc il y a là une série d'événements. L'événement en rose n'est qu'une suite dans une série. Nos principaux éléments d'analyse sont là. Je vous les livre un peu brutalement ici. Bien sûr, vous avez toute notre argumentation, nos analyses dans le rapport. Très probablement, selon nous, je dis bien selon nous, ces loups connaissaient déjà ces humains-là. On peut dire ça en fonction des connaissances qu'on a sur les rapports entre des canidés sauvages et des humains. C'est des animaux remarquables de talent d'observation, de talent de flairage,
de connaissance des lieux, de repérage des lieux. Romain Benjamin, son père, fréquentait chaque jour, peut-être moins Romain, ces lieux. Maxime, le plus jeune frère aussi, pour prendre des photos. Maxime adore prendre des photos de la faune sauvage, donc ces lieux sont occupés. Ces humains laissent une odeur. Ces humains ne sont pas moi ou Laurent arrivés pour le premier jour. Ces loups savent que cette odeur, c'est eux, ils sont là, ce sont ces humains de ces lieux-là. L'arrivée nocturne est très bruyante de Benjamin et Romain, je vous rappelle, les phares, le moteur, le bâtiment, on monte en parlant, n'effrayent pas ces loups. Les yeux, ils ont poursuivi, ils n'ont pas fait demi-tour à ce moment-là, à l'arrivée à pied. Les vaches, leurs attitudes et leurs beuglements très caractéristiques, comme si on leur enlevait leur veau, sont à compter d'après nous parmi les témoins. Une vache ne hurle pas comme ça à minuit, et surtout un groupe de vaches, aussi longuement et en continu. L'effectif qui a été dit, oh, c'est beaucoup trop excessif. De 7 à 9 flous, c'est les fourchettes que nous donnent Benjamin et Ferrand et Romain, pardon. L'effectif de 7 à 9 flous est important, mais il est réaliste. Et d'ailleurs, il a été validé localement à la fin août 2015 par l'ONCFS dans son bulletin Infolou. Romain était capable de tenir fusil et lampe de poche. Je vais vous expliquer comment. Fusil, la lampe de poche, le long de la crosse, il est droitier. Les béquilles étaient à terre. Il n'était pas... En raison de ces béquilles à terre, d'ailleurs, il n'a pas été en mesure de fuir. Et les connaissances dans la littérature sur les conditions en cas de menace, on a eu tendance à écrire heureusement qu'il n'a pas été en mesure de fuir et de dévaler le talus. Conclusion. Je repasse la parole à mon collègue pour 3 diapos de conclusion. Conclusion. L'ensemble des résultats d'enquête fait sens à partir du moment où l'on ne considère pas l'affaire des fils Ferrand comme un fait isolé de son contexte. Il y a eu un processus assez long et interactif de modification des comportements de plusieurs catégories d'êtres vivants, interagissant de part et d'autre de la lisière, loups, ongulés sauvages, bétail humain, jusqu'à une approche menaçante d'un humain vulnérable par des loups. Vous avez cette succession. Vous avez du gibier qui devient furtif, beaucoup plus difficile à chasser, ou de bovins qui deviennent des proies, ce qui était moins le cas avant, d'êtres humains qui vivent au plus près de ces bovins, parce qu'on est au printemps devant la ferme, et de loups qui ont appris l'absence de risque et qui tendent à se familiariser avec la présence reconnue de ces humains. Et vous voyez bien que dans l'ensemble de ces processus qui interagissent, vous voyez bien comment des médias qui focalisent sur un événement déconnecté de son contexte peuvent traiter ce type d'événement. Et lorsque nous enquêtons de façon approfondie, comment cet événement peut nous faire comprendre au contraire comment s'enchaîne toute une série de processus rentrant dans une coadaptation de différentes catégories d'êtres vivants. Vous voyez bien la différence avec un processus d'ordre scientifique qui, par des témoignages des locaux, il faut accorder une très grande importance aux témoignages locaux et qui nous permettent d'enrichir nos connaissances sur le comportement des loups en particulier. Mais ces évolutions que nous sommes en train de décrire, je pense que j'allais dire un peu pour la première fois, ces évolutions ont des conséquences sur le territoire. Une baisse d'attractivité synégétique et récréative, bien évidemment. Un certain nombre de témoins qui ont vu ces loups de près nous ont dit « nous ne retournons plus sur les sentiers dans la forêt », par exemple. C'est des choses qui nous ont été dites. Des conséquences sur le territoire, si ce n'est déjà un risque en matière de sécurité civile. Ici, je peux porter un témoignage à l'étranger parce que j'étais en Allemagne en décembre. J'ai eu contact avec les Allemands sur le sujet. En Allemagne, sur l'année 2016, et pour la première fois, 2 loups ont été abattus officiellement dans le cadre dérogatoire, non pas pour des dégâts sur les troupeaux, mais pour des questions de sécurité publique sur les humains. L'un dans le land de Sachsen et l'autre dans le land de Basse-Saxe, Niedersachsen. Voilà, donc c'est présent dans la presse allemande ou dans la presse internationale quand vous creusez un peu, mais ce n'est pas porté dans le débat public. C'est pourtant une réalité chez notre proche voisin d'Outre-Rhin. D'autre part, il y a d'ores et déjà atteinte à la viabilité des élevages de bovins conduits à l'herbe, dont il est attendu aussi
qui contribuent à la gestion des paysages et de leurs aménités. J'ai envie de dire, au même titre, que tout l'élevage pastoral, que l'élevage ovin, etc. Mais à une échelle bien plus grande, vu les cheptels de bovins que nous pouvons avoir dans notre pays, par exemple. Conclusion, pour aller au bout des conclusions, et je le redis, nous n'insisterons jamais assez sur ce point-là, apparaît ici la richesse des témoignages locaux d'éleveurs, chasseurs et autres usagers des lieux, expériences empiriques et savoir-faire émergents vis-à-vis des loups. Il ne s'agit pas là d'accorder une confiance aveugle, les yeux fermés à tel ou tel retour de terrain, quel qu'il soit. La question n'est pas là. Il s'agit d'une part de chercher en quoi la concordance de témoignages peut faire sens, et il s'agit d'autre part de chercher quelle cohérence peut émerger de cette concordance de témoignages. Et là, nous avons un enrichissement des savoirs qui devrait pouvoir venir s'interféconder avec les savoirs recueillis par des procédures de réseaux scientifiques à caractère plus institutionnel, et non pas aboutir parfois à certaines crispations sur ce terrain-là. Il serait donc profitable de mieux entendre ces témoignages locaux et de valoriser par échange ces savoirs avec ceux issus des observations et constats d'experts. Et sans, pour autant, vouloir mettre en cause la nécessité d'expertise de caractère scientifique institutionnel. Mais nous pourrions mieux comprendre l'ensemble des questions que pose le loup si nous acceptions cette logique d'interfécondation des savoirs locaux et des savoirs un peu plus de réseau institutionnel. Et surtout, lorsqu'il est question, comme ici, de travailler à l'adaptation de politiques publiques qui sont bien difficiles à conduire. Je crois que nous avons dans la salle, entre autres, le président du groupe national loup qui pourrait en donner un témoignage extrêmement circonstancié. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout des éléments que nous voulions vous rendre publics très rapidement ici. Vous avez tout dans le rapport sur Internet, etc. Et désormais, le réseau de chercheurs CoAdapt va essayer d'aller plus loin sur l'ensemble de ces questions. Je vous remercie.